je vais tout de suite vous demander vos favoris et vos outsiders pour l'Euro 2020. Alors d'ailleurs, on dit l'Euro 2020. Moi, j'aimerais bien qu'on dise l'Euro 2021 en actualisant donc cette appellation. Mais en tout cas, les favoris restent les mêmes. On commence peut-être par toi, Patrick. Tes favoris pour l'Euro? Moi, ce sera pas des réponses raisonnées, mais disons que le cœur pencherait pour l'Espagne. Et vas-y, un peu de folie, on va mettre la Suisse, hein. C'est jamais. Tu mets la Suisse en favori ou en outsider? En outsider, ouais, clairement, toujours. Il faut. Donc l'Espagne parmi les favoris et la Suisse, d'autres pays? Ouais, alors, disons que l'Espagne par le cœur, ensuite raisonner, la France évidemment, qui défend, qui est championne du monde. Moi, je mets toujours l'Allemagne, même si Antoine et même toi, Romain, n'avaient pas l'air convaincus. C'est vrai qu'ils sont en fin de cycle, mais l'Allemagne reste l'Allemagne. Hein. Donc l'Allemagne, et ensuite la Belgique, c'est vrai qu'elle a une belle équipe. Non, je vais rester sur l'Espagne et la France. Antoine? Moi, en tant que Français, c'est sûr que c'est la France qui sera toujours devant. Après, il y a l'Angleterre qui ont une bonne équipe. Ils ont quand même 2 clubs anglais qui sont en finale, avec plusieurs joueurs anglais sur l'équipe type, plusieurs joueurs anglais qui jouent dans ces 2 clubs-là. Il y a la Belgique aussi, parce qu'ils sont quand même... ils finissent en demi-finale en 2018. Si je me trompe pas, ils sont toujours numéro 1 mondial. Si la France n'est pas repassée devant, mais ça se joue à rien. Et après, comme outsider, il y a la Pologne, parce que Lewandowski il peut te débloquer un match sur rien. Tu te dis, là c'est sûr, il n'y aura pas but, et puis finalement il la met dedans. Donc il y a la Pologne, et puis il y a les Pays-Bas qui ont quand même une belle génération là, qui est en train de mûrir. Donc je vois bien les Pays-Bas aussi. Pour ma part, France et la Suisse en outsider. Ok, merci Julien. D'autres pays que la France et la Suisse? Le Laos. 2 pays qui sont chers pour toi, voilà, j'allais dire peut-être un troisième pays. Je vois bien la Macédoine en prendre 8. Il y a la Macédoine à l'Euro? Oui. Ouais. Okay. Macédoine du Nord, du coup, la même équipe qui a battu l'Allemagne en match amical, 2-1. Avec le fameux loupé de Timo Werner. Ils sont dans le groupe avec les Pays-Bas. Oui. Ça serait une grosse surprise. Hein. Il y a quand même l'Autriche dans ce groupe qui serait aussi une surprise, l'Ukraine et les Pays-Bas. C'est pas forcément un groupe folichon, mais il y aura peut-être un invité surprise. Alors moi je vais vous donner mes favoris et ensuite mes outsiders, sachant que je privilégie l'aspect collectif et la dynamique sur les dernières années, voire les derniers mois. Donc j'ai sorti 3 favoris. France, Belgique, Portugal, qui selon moi ont les meilleurs groupes. Et t'es le seul à mentionner le Portugal qui défend son titre. Évidemment, donc Portugal, tenant du titre, que je trouve vraiment très impressionnant, déjà collectivement par la cohésion qu'ils ont ensemble, et ils ont de plus en plus de grands noms dans les grands championnats. Et même certains sont remplaçants. Donc je trouve que le Portugal est vraiment donc un prétendant sérieux au titre. C'est vrai que c'est un peu le groupe de la muerte, France, Portugal, Allemagne et Hongrie. Alors ça va être compliqué pour la Hongrie de sortir de ce groupe, mais on ne sait jamais. On a déjà eu beaucoup de surprises par le passé. Donc la France, d'une part par ses noms et aussi par la cohésion et la confiance qu'ils ont acquis à travers la Coupe du Monde 2018. Mais attention à l'excès de confiance, surtout avec le retour de Benzema, où on a déjà vu que le fait d'avoir une grosse équipe sur le papier ne fait pas donc la victoire finale, sachant qu'il y a 24 pays et qu'il va falloir les affronter, ces adversaires. Et en parlant d'autres équipes que je trouve très impressionnantes sur le papier et qui est selon moi est un des très gros prétendants, c'est la Belgique. Lukaku a fait une saison formidable, De Bruyne est pour moi un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Donc ça c'est la question de goût, on va dire. Donc j'ai ces 3 équipes là, Portugal, Belgique, France, et avec beaucoup d'outsiders. Donc plus ou moins dans l'ordre, c'est vrai que j'ai mis l'Espagne, l'Angleterre, qui ont quelques noms ronflants, tout comme l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne, je les mets plus loin dans les outsiders, alors qu'ils ont sur le papier pour moi une équipe aussi forte que la Belgique et la France. Mais l'Allemagne semble en fin de cycle, et beaucoup de joueurs sont plus tellement s'accommoder donc des méthodes de Joachim Löw, qu'on pensait peut-être
sur le départ, mais qui a été confirmé après une Coupe du Monde 2018 catastrophique. De mon avis, il aurait dû partir à la fin de cette Coupe du Monde 2018. Il aurait peut-être même dû partir après l'Euro 2016 où l'Allemagne a quand même fait une demi-finale mais était peut-être déjà en début de fin de cycle. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Espagne. Quand l'Espagne ils ont voulu défendre leur titre de champion du monde, ils sont sortis au premier tour. Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on a vu, mais surtout j'irais plus à la Coupe du Monde qu'à l'Euro, où le tenant du titre sort directement avec une pression médiatique énorme. Mais c'est surtout que le sélectionneur il a sauté. Le sélectionneur espagnol il a sauté après cette Coupe du Monde, alors qu'en Allemagne il saute pas. Donc, pour vous parler de mes outsiders, je vais vous dire donc Espagne, Angleterre. Moi je pensais au Danemark. Qui peut être une surprise, que j'ai trouvé pas mal à la Coupe du Monde et que quelques non pas mal et souvent ils ont une assez forte cohésion collective. La Croatie, donc vice-champion du monde quand même, qui a des très bons joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats, oui. Donc là, Romain, t'es à 8 équipes sur 24. Parce que je vais pas trop mouiller, j'en ai mis 3 devant, donc Portugal, Belgique, France, et j'arrive pas tellement à distinguer donc des outsiders, parce que en fait, avant que Van Dijk ne se blesse, j'avais mis les Pays-Bas dans mes favoris. Et je trouve aussi bien pour Liverpool que pour l'équipe des Pays-Bas, Van Dijk est hyper important. Et ils ont De Ligt. Il est blessé. Hein. Ils ont De Ligt à la place. Hein. Oui, mais au niveau charisme, quand tu sais que c'est un gars qui est capable de te tenir un 2 contre 1, c'est-à-dire 2 attaquants contre lui, la plupart du temps il le perd pas, il prend pas le but. Ça, c'est de Ligt, souvent pareil. Après, ils ont aussi De Jong, ils ont Depay. Ah, ils ont une très belle génération, les Pays-Bas. C'est pour ça que moi je les ai mis en outsider. Les U21 des Pays-Bas avaient battu les U21 de la France. Ouais, deux gros collectifs de chaque côté, mais les U21. Qui étaient favoris, je crois d'ailleurs, la France. Parmi les favoris, mais la jeunesse, j'allais dire batave, a été supérieure dans le collectif. Il faut dire chez les jeunes, les Pays-Bas, la France, l'Espagne sont souvent des pays qui dans les moins de 21, moins de 18 claquent tout. Voilà, avec une très bonne formation. Donc les Pays-Bas est quand même un outsider, mais je les vois pas aller au bout de par l'absence de Van Dijk. Et dans mes autres outsiders, donc je mets quand même l'Allemagne comme outsider, mais je les vois quand même en fin de cycle. Et je mets la Suisse et la Pologne. Donc la Suisse, la moitié des équipes, qui a quand même... Comme ça, s'il y en a un qui va au bout, je dis « Ah, je vous l'avais dit !» Voilà, comme ça on pourra dire que j'ai eu le nez creux. La Suisse, quand même, a toujours des joueurs assez performants dans des bons championnats. Excuse-moi, la Suisse est difficile à jouer, en réalité. Les Français le savent, quoi. C'était une période où c'était des 0-0, 1-0. Je crois qu'à la Coupe du Monde, on vous a pas mis un 5-2. C'est possible. Alors il y avait eu ce 5-2 à la Coupe du Monde, ça, mais sinon il y a eu beaucoup de matchs très serrés, des matchs nuls. Je sais pas quelle Coupe du Monde, quel Euro, ou au tirage au sort, parce qu'on s'est souvent retrouvé. C'est 2006. 2006 et 2016. TF1, Canal+, non, pas encore la Suisse, tu vois. C'est 2006 où ça fait 0-0 la Coupe du Monde en Allemagne. Et 2016 où ça fait 0-0 également, les deux pays se qualifiant et se neutralisant. Exact. Et la Suisse me donne l'impression d'être une équipe solide qui peut faire la différence par certaines individualités, notamment Xherdan Shaqiri qu'on connaît depuis pas mal d'années, qui est maintenant une valeur sûre de ce collectif. Mais voilà, il n'a pas le même rôle en club. C'est qu'en club, ils le font jouer en impact player. À Liverpool, ils le font jouer en impact player. Il rentre pour les 30 dernières minutes. Il n'a pas le même statut. Je veux dire, Shaqiri en Suisse, c'est l'étoile, même s'il est quand même assez inconstant. En club, c'est Liverpool. Mais dans quel club a-t-il joué? Il a joué pour le Bayern en étant remplaçant. Il a remporté la Champions League 2013. Et il remporte la Champions League, je crois qu'il joue quand même la finale ou au moins la demi-finale, en 2019. Donc il a quand même au palmarès de Champions League. Et c'est sûr que personne n'a ce palmarès dans la Nati, dans l'équipe nationale suisse. Donc évidemment que c'est le taulier et en même temps le leader technique de cette équipe suisse. On va faire donc un changement de thématique. Juste une petite dernière chose, un truc à noter, c'est que personne n'a cité l'Italie. Alors justement, je voulais le citer, mais comme tu as dit que j'ai mentionné la moitié des équipes, je l'ai un peu mentionné. C'est vrai que comme ils n'étaient pas là... C'est qui l'Italie aujourd'hui? Comme le disait avant... Ils ont pas de tête de gondole, l'Italie. Jorginho vient de gagner donc, la Champions League, sachant qu'il a été naturalisé italien. Mais après, moi je trouve souvent qu'il y a un différentiel entre le niveau en club
et que ça prend plus de temps pour avoir le même niveau en équipe nationale quand tu es une star montante assez jeune, qui a moins de 25 ans. C'est surtout c'est que les mecs qui jouent en Italie, qui sont en équipe d'Italie, je sais pas s'il y en a un qui est champion de son pays, qui est champion du championnat dans lequel il joue. Alors, il doit y avoir des membres de l'Inter qui a été champion. Il doit y avoir, il y a l'Inter. Il doit y avoir quelques-uns. Il doit y avoir 2-3 ans il y a les vieux d'Inter. briscards. Je sais pas si Bonucci doit y être. Cellini, je suis pas sûr. Aucune idée. C'est toujours, ils sont tous voilà, c'est des vieux briscards, ils sont en fin de vie et en fin de carrière, donc. Fin de vie, donc ils ont le déambulateur. Ils jouent avec le déambulateur en Je sais pas défense. si au niveau du Covid, ils ont le droit de. Si en face t'as Mbappé, si t'es en déambulateur, enfin, je fais pas de dessin. Quoi. Mais on a vu que justement défendre, c'est pas forcément du 1 contre 1 et que ces équipes-là, avec des défenseurs chevronnés, arrivent toujours à trouver des manières de défendre collectivement. Alors juste auparavant, on parlait de Xherdan Shaqiri et on va transférer, on va basculer vers notre thématique suivante qui est la binationalité.